Bienvenue à l'UTHC TV, c'est l'épisode 17 qui commence. Nous sommes samedi le 10 septembre 2022, il est 14 heures. On poursuit notre long marathon de couverture médiatique de l'Ultra Trail Arikana. Donc, c'est Vincent, je suis en compagnie de Yannick. On a décidé de faire un concours de palettes relevées. Voilà. Donc, c'est à vous de décider. On texte un ou deux, laquelle est la plus belle. Ben, moi, j'ai la casquette de l'Ultra Trail Arikana. Et moi, de NAC qui est un partenaire d'Arikana. Fait que là, on est dans la game. On est dans la game. Alors, on vous a raconté la course depuis le début. On voudrait vous faire un message important. On est en train de battre un record de tous les temps dans notre collecte de fonds pour la Société canadienne de la sclérose en plaques. Vous savez que l'objectif cette année, c'était 125 000 À cette heure-ci, on est rendu à plus de 145 000 On approche le 146 000 On veut se rendre vraiment plus loin. La collecte ne va pas se terminer aujourd'hui, elle va continuer encore. Donc, allez sur arikanasp.ca. L'adresse est aussi dans le post Facebook qui chapeaute cette vidéo. Faites un don, c'est en hommage à Sébastien Boivin, l'un des fondateurs d'Ultra Trail Arikana qui est décédé récemment de la sclérose en plaques. Alors, on y va, on fait son petit effort. Merci à tous pour votre grande générosité. Message d'intérêt public. En ce moment, il y a beaucoup de monde qui converge vers le Mont-Grand-Fond, beaucoup de gens qui terminent, donc beaucoup de familles, d'accompagnateurs. En ce moment, le parking il est loadé. En fait, c'est plus de 2 km de marche et on sait que quand quelqu'un vient de courir 125 ou 80, marcher 2 km jusqu'au Mont-Grand-Fond, ça peut être laborieux. On vous recommande de prendre les navettes, blague à part. Allez sur le site de l'Ultra Trail Arikana, allez voir le guide du coureur. Il y a tous les détails sur ces navettes-là. Il y a 6 points d'embarquement. Donc, c'est la meilleure façon de s'y rendre. C'est hyper facile. On ne veut pas vous décourager d'y aller parce qu'à 17h, il y a les podiums. À 18h, il y a le spectacle de Clay and Friends. Ce soir, le place to be, c'est au Mont-Grand-Fond. Donc, allez-y en navette, c'est notre recommandation. On veut vous voir, mais venez en navette. Exactement. C'est le message. Yannick, on va rapidement passer sur quelques résultats parce qu'aujourd'hui, on va faire une émission un peu particulière. On a 2 invités, donc on va faire 2 entrevues. Tu as des résultats préliminaires sur le 65 km. Yes, rapidement au ravito split, donc avec une 14 km à faire jusqu'à l'arrivée. Samuel Poher toujours en tête, suivi de Olivier Collin qui a le record du parcours du 65 et Nicolas Tremblay complète ce top 3-là. Côté des femmes, au ravito épervier, donc le précédent, Laurence Laplante est en tête, suivi de Joanie Belland. Maintenant, pour le 80 km, oui. Encore là, au ravito split pour les hommes, Francis Malenfant est en tête, suivi de Jean-Christophe Smith et Jérémy Demers. Chez les femmes, notre favorite, c'est celle qui est en tête depuis le tout début, elle est en train de leader ça du début. On lui souhaite jusqu'à la fin. Marilyn Nakache, on avait parlé un peu plus tôt dans les têtes d'affiche, une coureuse extrêmement expérimentée qui est en train de faire une super belle course. Elle est à l'épervier. Ceux qui ont écouté l'épisode précédent avec Lecia et Carmen ont noté que notre invitée avait eu un contretemps. Donc, elle est arrivée finalement dans notre chalet et on va l'inviter à se joindre à nous. C'est la grande gagnante du 125 km chez les femmes, une Canadienne de l'Alberta, Priscilla Forgy. Priscilla, we invite you to come on the set, please. Come on down. Congrats for your win. Slowly but surely. Hi, Take your Priscilla. time. Welcome to the UTHC studio. Thank You for having said me. this morning that you didn't expect to win. What happened? Yeah, I kind of, this morning, Yes. or I guess, like the day, yes, I'm mixed up with days. So Okay, Friday, today is Saturday. so Friday morning, I had full expectations Okay. of coming in and trying to get the course record. Oh, okay. That was what I thought, I've done the death race, similar elevation, kind of a similar distance, and I did that around 14 hours and 30 minutes. And I was like, okay, maybe I could do it in around 15 hours. Okay. Within an hour of starting the race, I realized that was very far from what was actually going to happen. And I, a couple times, considered a DNF. And then I settled on second place until the last 20K when I came across the first place female and was very surprised. She was very surprised as well. We will ask you to come back in detail about this, but the first thing is that I think we don't know you that much here in Quebec. Can you tell us more a bit about yourself? What's your profile as a runner? What's your podium? What do we need to know about you? Sure, yeah. So I actually started ultra running in 2019, so right before COVID. I had done, I just started out with, I actually started with marathons, doing some road running, was kind of thinking about going into triathlons because road running just wasn't really hitting it for me. And then
I found trail running and was like, oh my God, no triathlons. I'm never going back, and I just want to keep going more and more and more. So as everyone does. yeah. Yes, yes. So so I started a couple of 50Ks, and then just I started with walk in the park in Kamloops, and then so I got first place there. Then I did Grizzly Ultra in Canmore. Yeah. I got third place there on my first time. Because you're from Alberta, Yeah. which we would need to say, are you close to the mountains? Yes, Yeah. well, so I'm in Edmonton. I guess Okay. close would be depending on what you're Okay. open to. So for me, it's close enough that I can do a weekend trip or a day trip. It totally makes it worth it just being in the mountains. Okay. So, Nice. so I did Canmore and Grizzly, and then I tried Death Race. And that was, I won Death Race, the 125K, Yeah. and felt like I felt way different than what I did today finishing this race. So it's much of a different race for me, but and then I did Squamish 50-50 recently. Recently, yeah. I got the course record for that. And yeah, I know I'm Well, missing some races, but I've done a few. That's quite now. impressive. You mentioned having thought about DNF many times. What made you continue and push and eventually win? You know, I was in that stretch between the 60K and 108K before I would see my It's a crew. long stretch. Yeah. So there were a couple times that, I fell a lot on the routes. I just was not used to picking my feet up like that. And I, at one point I actually fell and just kind of lied there for a little bit on the ground. Just like You can just contemplating imagine in the life. middle of the night, Oh my God. Priscilla on the ground, like, There should what be am I doing? cameras out there just watching what I was like. Wow. And yeah, so it was just what kept me going. I think I was like, you know what, like I'm just gonna I'll see how in 10 minutes how I feel. I'll Okay. see, and sometimes I would feel really good, and so I'm like, okay, maybe I just need to keep eating more. Maybe I just need to kind of like just feel it out. And usually people feel that way, I think, when they're about to DNF. So it's a mental game as well. Yes. So can you tell us more about when you passed Milan? Milan was first for quite a bit. And so how did that happen? And what went through your mind? And after that, how did you feel? Yeah, Milan, I had no idea. Like, I knew people were letting me know at the aid stations where we were at. Basically, it started off with she was 3 minutes ahead of me, then 5 minutes, then 10. And I was like, well, that's just not happening. I'm like, the gap keeps getting bigger. Yeah. So I had just settled on second. And I was like, I actually I've done one ultra and gotten third. So I was like, okay, well, this will be my first second. So we'll see. Like, that's a really good place to get. So there's nothing wrong with that. And I really had, especially since we're getting to the last 20K, I had no anticipation of seeing her. And then when I saw her, I talked to her after the race, and she said that she was in a dazed and confused when she saw me, because she was falling asleep and was not feeling well. And I thought it was just because she didn't speak English, that's why she wasn't talking to me. Because it happened a couple times that people just didn't know what I had said. So when you saw her, you were surprised? I was very surprised. I thought that she would have already been done. It was around the split aid station, right? I'm not already done, sorry. Already way past me. Okay. Yeah, so the last 20K. Okay, yeah. Yeah. About, on your way to the split. The last couple of aid stations that are closer to each other. Yeah. Okay, and then you were happy to be first, I guess. Well, no, then I was running scared. Oh, really? A target on your back. Did you look up at your shoulder? I looked once. I was like, Priscilla, stop. If she's gonna get you, you're not able to push anymore. So just accept it. Oh, okay. And the last couple of kilometers, I mean, you go up to Montagne Noire, then go down. How were you feeling, like your legs and your mental, knowing that you're first, but it's still a hard climb and that's a long descent? Yeah, my legs were not loving me. I was
kind of just like, but usually at the last 5K is when I get like the most energy and I can just kind of go like off of just like adrenaline. I actually took a wrong turn at the last 1 kilometer. Oh, wow. I read a French sign. Okay. Should have, like, my phone was dead, so I couldn't even Google what it said. So I got, I think, like 500 meters down and realized that there wasn't any more signs. So I turned back, but I went to like mission mode, and towards the end, everyone's clapping, and I thought that she had passed me and that they were cheering her in. And then I saw the rope at the end, the ribbon. So and you, I, so I when didn't know was the first until, surprise? until I saw the ribbon that they amazing. were cheering me. I thought they were cheering her because they must have saw me from quite far away. We've been told it's your first time racing at night. Is that true? How does it feel? Yeah, like I've done a couple of training runs at night. I was getting used to it for death race, but then I didn't end up running at night then, and so I actually really loved it. It was really like it was just so peaceful. It was so quiet. You see all like different little animals that come out. Like I saw a lot of frogs, and we don't see a ton of frogs in Alberta. And I actually really quite loved it. And I had some issues with my headlamp. So that was a little nerve-wracking, and then trying to switch the battery when in the pitch dark was, but I was able to figure it out. This is something people need to train, changing batteries of your headlamp at night. 100%. Do it a couple of times before you race, because it's going to be a struggle then. Yes, and don't really look at the specs of your headlamp. Okay. Because up to 6 hours is not that it stays on for 6 hours. Wow. It's up to, or it anywhere fades from a little 2 bit. to 6 hours. Yeah, I know. You work How do you like the ahead. Quebec vibe, the Quebec trail community? Because you come from the same country, but on the other side. How did you feel it? I mean, you've been here a couple of days, I guess. How is it for you? How do you perceive it? It's so interesting because, and I'm sure all trail runners would attest this, is that it doesn't matter where you go in the world, you go into a trail running community and it's like you're at home, and everyone's the same. Everyone's so welcoming and inclusive and supportive, and that's exactly what it's been like here. The volunteers were amazing and so wonderful, and I felt there was so much I wanted to say and I couldn't, because I would say stuff in English, and especially for people that didn't speak English, and I didn't speak French, so I felt bad. I wanted to communicate more, and I haven't been able to do that enough, but I have been really grateful just for how welcoming everyone has been here. What's next for you? Are you into UTMB, Western States? Can you expect you on international big competitions like those in the next years? Both those races are ones that I'd love to compete in. I'm still trying to figure out what I want to do next year. I do know that I'm not going to do as much. I want my body to fully recover. To like this past weekend was like my body was not recovered from Squamish, so it was something that I was telling myself while I was running. It's like, oh my God, you need to give yourself a break and let your body just kind of recover after races. So that's one of the things I'll make sure of, and then maybe just have like 2 big races to plan for. Okay, so maybe we'll see you again in other big races. Congrats for your win, Priscilla. It's really great, and a big honor to have you as a fellow Canadian from Alberta to visit us and take that first step on the podium. Congrats. Yeah, back-to-back English Canadian runner on the female top spot. Last year was Jenny Quilty, now it's true. you. Really interesting. There's something there about Squamish Taking 50-50. She did that too, so That's true. Maybe it's a takeover. I don't know. Really, well, congrats again, and we thank you very much. Priscilla, we're going to ask another guest to come to us. So we thank you very much for your time here, and have a nice day in La Malbaie and in Charlevoix, and hope to see you again racing in other competitions or here maybe. Definitely. Thank you so much for having me. I'm excited to try your guys' local beer. Oh yes, you do have good. to. They're really good. He knows a lot about beers, the local beer. He does. They're really good. So. Thank you very much. So now, merci. Nous allons accueillir notre prochain invité parce qu'aujourd'hui, c'est une édition un peu spéciale. On va accueillir maintenant Julien Hervé, qui est le directeur de course de l'Ultra Trail Arikana. Julien, bonjour et bienvenue avec nous.
On enchaîne les entrevues, hein, back à back, c'est ça qui arrive. Je pense que la compétition de casquette vient de se gagner. Là, c'est 2 contre 1. OK. Ben là, toi, tu as décidé de la mettre par en bas. Je suis clairement l'équipe des palettes par en bas, ceux qui sont d'or. Julien, ça fait combien d'années que tu es directeur de course ici à l'Ultra Trail Arikana? Bien, merci de me recevoir. Bonjour Vincent, bonjour Yannick. Ça fait maintenant 3 ans que je suis le directeur de course de l'Ultra Trail Arikana. Donc voilà, une sacrée belle expérience pour être franc avec vous. On s'amuse beaucoup d'année en année et je suis enchanté de pouvoir discuter peut-être des dernières nouveautés. Absolument. Oui. Bien, l'une des nouveautés, en fait, c'est de l'année passée, mais c'est une question qu'on a eue, qu'on s'est fait poser nous de notre côté. Pourquoi il y avait eu un changement d'heure sur l'heure de départ du 125 km, ce qui fait que la majorité du peloton arrive de jour, mais que nos têtes d'affiche, ou en tout cas nos gagnants, arrivent en plein milieu de la nuit. Qu'est-ce qui avait motivé cette décision-là l'année dernière? Bien, tu l'as bien dit, il y a une partie de l'explication dans ton introduction. On trouvait ça très intéressant pour nous que la majorité des coureurs, c'est une course très démocratique, c'est une course très roots, très communauté. On trouvait ça vraiment intéressant que les gens puissent arriver de jour le samedi et on voyait vraiment l'expérience Arikana plus comme un long week-end et non pas comme on arrive le samedi matin, on fait notre course et on termine en après-midi, dimanche, on repart. Donc, on pense qu'avec cette formule-là, on donne l'occasion aux gens de profiter du site, d'arriver un peu plus d'avance. Ça prend un peu plus de planif, mais au final, je pense qu'on y gagne. Puis il y a quelque chose sur le Mont des Morios aussi, avec le lever du soleil. À l'époque, il était en pleine nuit, les gens ne voyaient rien. Maintenant, c'est vraiment la tête voit le soleil quand Écoute, il se lève. c'est complètement magique. La première partie du 125, il faut se remémorer que c'est là où les principales montées sont, les principales bosses, si on veut. Et puis que ce soit le mont du lac à l'Empêche au début, les Morios ou la Noyée, c'est incroyable comme c'est beau. Puis, en fin de journée. Une autre question qu'on se pose dans les changements, c'est la question des pacers, là, des accompagnateurs. Là. Donc, il y a des gens qui sont un peu surpris quand même que les accompagnateurs soient permis sur le 125, mais juste comme dans le milieu de la course, alors qu'habituellement, on serait tenté à croire que c'est à la fin de la course que tu as besoin d'un petit oomph puis de te faire challenger par accompagner. Là. Donc, qu'est-ce qui a motivé là, de ramener ça au milieu? Plusieurs raisons. D'abord, on avait déjà des pacers sur le 80 km, donc on trouvait ça intéressant que on se demandait, on offre une plus grande distance, mais moins d'assistance peut-être aux coureurs. Donc, on s'est dit, bon, travaillons là-dessus. Avec le changement d'horaire qu'on a fait, on s'est ramassé à avoir une nuit complète aussi sur le 125, alors qu'à l'époque, on se rappelle, les gens débutaient très tôt le matin, une petite période de noirceur, et après, on courait 2 jours. Donc, pour nous, on avait aussi beaucoup la sensibilité au niveau de nos coureuses. On avait beaucoup de commentaires comme quoi on apprécierait peut-être d'avoir plus grande sécurité la nuit et tout ça. Donc, on était sensible à ça. C'est important que l'offre de parcours soit sécuritaire et accessible à tout le monde. Donc, c'est un peu cette combinaison de facteurs-là. Je dirais qu'on a innové en faisant ça parce qu'on voit rarement ça sur une portion de course, surtout en début de course. Et puis là, moi, j'étais agréablement surpris de voir, d'échanger avec les athlètes, les pacers, parce qu'on était là de la Marmotte à Haute-Gorge. Et puis, ça permet au fond de traverser une partie de la nuit en étant accompagné. Donc, la nuit est un petit peu moins longue et puis le support moral, je pense, qui fait toute la différence dans la poursuite de l'épreuve. Est-ce que c'était une formule test? Allez-vous vraiment conserver ça ou ça pourrait revenir avec une formule différente là, ou ça va rester comme ça? À chaque fois qu'on fait un changement, on va évaluer après comment ça s'est passé. Je crois que vous allez devoir nous repasser en interview l'UTHC TV pour en savoir plus. C'est bon. L'une des choses qu'on a beaucoup parlé depuis hier, c'est la chaleur. C'est une édition particulière pour ça. Dans les dernières années, on n'a pas eu ces degrés de chaleur-là, ce taux d'humidité-là. Comment ça s'est traduit sur le terrain? Je sais qu'hier, on cherchait de la glace, plus d'abandon. Parle-nous un peu de cette chaleur-là. Oui, vous avez bien ciblé, je pense, l'élément. On prévoit toujours le plus possible en amont d'un événement. Puis le côté météo, c'est vraiment dans la dernière semaine que ça joue, là où on a des prévisions météorologiques un peu plus fiables. Donc, voilà, cette année, on a vu le truc venir. On a fait des actions de communication, entre autres, pour recommander de passer de la réserve d'eau d'1 litre à 1,5 litre. Beaucoup de sensibilisation des athlètes, arriver hydratés, même dans les box de départ, 1 heure avant, quand les gens arrivent pour la remise des dossards, plutôt que d'être passifs, on communiquait nous-mêmes, l'équipe, en disant, hydratez-vous, prenez de l'eau. Et puis, ce qui devait arriver arriva aussi. La chaleur est au rendez-vous. Beaucoup d'humidité. Je pense que la gagnante du 125 on a peut-être glissé un petit peu. En tout cas, on en discutait tout à l'heure. Et voilà, vous le savez, c'est un facteur qui est déterminant. La déshydratation, c'est peut-être le pire ennemi du coureur. Une fois que ça arrive, il est trop tard. Et puis, j'étais au pied des Morios pour, entre autres, des questions de chronométrage pour accueillir les premiers du 125. Puis déjà, on sentait que c'était lourd. Ouais. On est d'ailleurs sur une édition où le nombre d'abandons de DNF est assez élevé, puis on risque probablement d'être dans une édition record sur le nombre de DNF. Comment on gère ça, toi, d'un point de vue logistique, directeur de course, les navettes, les rapatriements? Est-ce que vous êtes
surpris là, par le nombre ou puis comment on le gère finalement? Écoute, on était bien préparés, je te disais. On a un bon partenaire, Gestev, avec qui on fait la logistique. On n'a pas été surpris dans le sens que il y a différentes stratégies pour s'y prendre. Mais essentiellement, oui, il y a plus de DNF que dans les années précédentes. La chaleur est, je pense, l'explication numéro un. Après, il ne faut pas être surpris. L'Arikana, c'est toujours autour de 50 % les taux d'abandon. On va probablement être au-dessus de cette année. Il y a deux côtés, je trouve, aux abandons. Il y a le côté expérience du coureur où jamais on va vouloir couper un coureur. C'est pas dans notre mentalité. On veut lui permettre d'avoir une belle expérience, de vivre sa course. On est tous nous-mêmes des coureurs et jamais on voudrait arrêter si c'est pas nécessaire. Et l'envers de la médaille, eh bien, c'est la chaîne logistique de l'Ultra Trail Arikana, c'est la capacité du coureur à continuer, c'est les points d'évacuation qui ne sont pas tous égaux, il y a des points qui sont très difficiles d'accès dans l'arrière-pays. Donc, je pense qu'il y a un équilibre entre ce côté expérientiel et le côté logistique qui est plus terre-à-terre. J'ai entendu dire que vous aviez prolongé le cut-off ou c'est une erreur là? L'an dernier. C'est OK? Non, on a gardé les mêmes cut-offs que l'année dernière. Par contre, on a, avec les départs en style de vague, en continu, puisque, je ne sais pas, par exemple, le premier coureur ce matin pour le 80 partait à 7 h et le dernier partait peut-être à 7h30. Donc, on voulait donner la chance aux coureurs qui étaient dans les dernières vagues de ne pas être pénalisés sur le temps final. Mais sinon, non, au contraire, je pense que c'est une année où on était plutôt sévère sur l'application des cut-offs. On a reçu des messages, effectivement, des coureurs, puis les bénévoles sur place expliquent le pourquoi. Mais je pense que c'est les bonnes décisions parce qu'au final, c'est la sécurité des coureurs qui compte. Et c'est pas parce qu'on autorise un coureur à continuer que ça va mieux aller. Donc, souvent, c'est le contraire. On a tous vécu des situations. Si on n'a pas fait un cut-off, il y a des raisons. Puis je pense qu'il faut l'accepter puis se féliciter pour ce qu'on a fait. Oui, ça ne doit pas être facile à gérer. Dis-moi, la question des stationnements, c'est quelque chose que vous avez prévu, là? C'est rempli, puis il y a des gros line-up. Est-ce que c'est quelque chose qui faisait partie de ta cour de logistique ou ça semble être un mini-problème, là? Je pense que c'est un joyeux problème? Oui, je pense que c'est un irritant. Écoute, on est sur le site du Mont-Grand-Fond qui est, je pense, merveilleux, qui est super beau. Après, des places de stationnement, ça ne s'invente pas. Nous, la façon dont on trouvait d'être proactif, c'était d'organiser un système de navettes en continu. On propose aux gens d'aller les chercher à leur hébergement à la Malbaie, de les ramener, tout ça. Ils peuvent même profiter du spectacle tout à l'heure et repartir en navette. Il n'y a pas de recette miracle. On est beaucoup l'habitude d'y aller en voiture. C'est facile. On est fatigué, l'équipement et tout ça. Donc, voilà, on a la collaboration des policiers pour gérer. On a engagé des firmes aussi pour ça. C'est le genre de dossier qu'on gère, mais la file d'attente fait partie de l'expérience, malheureusement. Oui, bien, on va retenir, en tout cas pour les années prochaines aussi, hein, parce que là, il y a de plus en plus de monde. Ça devient une course de plus en plus populaire. Bien, c'est ça qui arrive. Puis là, il y a un spectacle en plus. Donc, il y a des gens qui peuvent être juste comme des locaux, en fait, qui viennent pour voir un beau spectacle et ça crée un peu d'embouteillage, si on comprend bien. C'est ça, je pense qu'il faut accepter la chose puis avoir l'esprit positif et se dire que plus on est nombreux, plus il y a d'ambiance. Et d'ailleurs, il y a Ludovic Collet qui a mis le feu, là, je pense, à plusieurs moments et qui va continuer de le faire dans la soirée. C'est génial. C'est clair. Chaque fois qu'il prend un micro, il craint que les troupes. Écoute, c'est assez exceptionnel d'avoir ce gars-là ici. Je ne sais pas si les gens réalisent. Le départ du... Posez-moi une question sur le départ du 125 si vous voulez, je vous raconte. Julien, il l'a raconté. Comment tu as trouvé ça, toi? Mais on aimerait l'entendre dans tes mots. Le départ du 125, c'est magique parce que moi, à titre de directeur de course, je suis passionné par ce que je fais, mais j'ai beaucoup le rôle logistique, le planning en tête. C'est un peu un chef d'orchestre qui positionne ses équipes, qui s'assure que tout va bien. C'est un peu ça, le rôle de direction de course. Et puis là, l'animation, bon, c'est pas particulièrement ma force, là, je suis capable, mais... Et puis là, on devait avoir Ludovic, on a la chanson du bon La Butte et le Truand, qui est notre chanson officielle du 125 km. Donc, on l'attendait finalement. Bon, ils se sont perdus, etc., etc. Et puis, 1 minute avant le départ, avec quand la chanson te prend au triple, puis ça monte, là, le build-up. Et là, je vois Ludovic au fond qui arrive en courant, tout ça. Puis là, la foule se fend. Non, mais c'était complet, c'était irréel, ce départ du 125. Et là, il m'arrache le micro des mains. Il fait son build-up de speech. Honnêtement, c'était magique. On a vu les images. On invite les gens à retourner dans le fil de l'UTHC TV. Je crois que c'était la 3e ou la 4e heure, la capsule 3 ou 4, là, où on a reçu Ludovic Collet puis on a passé des images. Un énorme merci, Julien, de t'être prêté au jeu de l'entrevue de l'UTHC TV. C'est toujours agréable de te recevoir. Félicitations pour votre beau travail. Alors, nous, c'est la fin de cette capsule. Et l'action va se poursuivre. Yannick, tu vas être là encore quelques heures? Avec M. Payet, que vous connaissez. Donc, on va être avec probablement Mylène Sans Souci à l'épisode 18. Excellent, donc, on va surveiller ça. D'autres belles entrevues, d'autres résultats de course. Restez avec nous et bon après-midi à tous.